Bienvenue au château de la Guimandière. Ma famille est installée ici depuis 1954 exactement, puisque mon père, le comte Raphaël Baggio, a repris une partie du domaine. Alors ce château, je dirais, a connu différentes périodes du point de vue historique, à commencer par une période médiévale qui a vu la construction d'un château fort, château qui effectivement faisait pièce avec le château de Gannes que l'on peut visiter. Ce château a été détruit par les troupes anglaises commandées par le comte de Salisbury en 1458. Donc la question c'est, sommes-nous en Normandie ou sommes-nous dans le Perche? Question intéressante puisque le château et la Guimandière est sur la poterie au Perche. Mais à vrai dire, à l'époque médiévale, nous étions en Normandie. Le château de la Guimandière, lui, voit son développement à partir du XVIe siècle, lorsque une grande famille s'est installée dans la région de Tourouvre, qui sont la famille de la Voves. Et Pierre de la Voves s'installe ici parce qu'il épouse effectivement Michel de Tournebeuf, vieille famille d'ici. C'est son petit-fils, Alexandre, qui construit la première partie, un manoir percheron, dont il reste, au point de vue aspect extérieur, peu de choses, mais ce manoir qui forme l'aile aujourd'hui du château est de 1578. On a aujourd'hui encore les actes qu'il a passés, les actes de construction d'un petit manoir, typique manoir percheron, donc est-ouest, avec une petite tour accolée et un escalier à vis qui desservait donc le premier étage, le tout bâti sur une cave voûtée qui existe encore. De cette période-là, ensuite, on va passer, je dirais, au XVIIIe siècle, parce que en 1745, les Lavoves passent la main, si je puis dire, et le domaine est racheté par quelqu'un de Tourouvre, qui est le marquis de Riance, qui rachète le domaine et va entreprendre des travaux relativement importants. Alors, avec le XVIIIe siècle, la lumière s'impose à l'intérieur des maisons, et donc les façades des maisons s'orientent plutôt nord-sud, alors qu'à la période précédente, on a vu à la Renaissance, on était plutôt est-ouest. Alors non seulement on se met nord-sud, mais en plus on agrandit les ouvertures. Et aujourd'hui, la façade témoigne de cette époque-là, puisqu'elle a ces grandes ouvertures, avec des fenêtres, des pièces qui sont ouvertes des deux côtés, c'est à la fois vers le sud et vers le nord, donc des pièces assez lumineuses. Cette période, je dirais, est toujours dans la famille de Riance, et qui va conserver le château jusqu'en 1910, à travers différentes familles par alliance, hein, bien sûr. Et puis, le château va, je dirais, arriver petit à petit à sa forme actuelle, mais en ayant une période, je dirais, la fin du 19e, c'est pareil, un peu d'abandon, et qui fait que le château va être sauvé en 1867 par le mariage du marquis de Chambray, qui épouse une descendante de la famille de Riance, mademoiselle de Vauborel, et qui va amener ce château au Chambray, et qui, par ses parents, par son oncle en l'occurrence, Alexis le Veneur de Tillières, une grande famille qui effectivement s'est éteinte maintenant, et qui a habité le château de Carouge, qu'elle a donné à l'État vers 1920. Alexis le Veneur de Tillières se passionne pour ce château, en mauvais état, je disais, en très mauvais état pour être franc, et va restaurer complètement le château sous sa forme actuelle. C'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui, donc dans un style néo-gothique anglais, qui est un peu à la vogue et qu'on retrouve à peu près dans toutes les constructions du 19e, de fin 19e, dans cette région. Donc les artisans sont les mêmes, on les voit travailler ici, à la poterie, en particulier sur l'église, hein, mais aussi dans toutes les propriétés de la région. Alors le château va être un peu agrandi, il va être rhabillé de toutes ces briques que l'on voit, qui viennent ici probablement d'ailleurs de la briqueterie qui est en face de la Nationale 12, qui est une très belle briqueterie construite en 1750, et elle fonctionne toujours et construit ses briques à la main et cuites au feu de bois. Alors du manoir de la Guimandière du XVIe siècle,
Il reste aujourd'hui le seul bâtiment qui ait conservé son aspect extérieur, c'est cette tour, qui est donc probablement une glacière, avec une voûte en demi-sphère, une voûte de pierre de taille, ce qui évidemment est assez rare ici, puisqu'il n'y a pas de calcaire dans cette région. Et on peut penser effectivement, compte tenu de l'épaisseur des murs, qui est quand même de l'ordre d'1,50 m, que le froid s'y conserve assez bien, et que c'était un peu l'époque où on conservait la glace en allant la chercher dans la rivière ou dans les étangs, on la mettait sur la paille et la glace se conservait bien jusqu'à l'été. Contrairement aux autres glacières en général qui sont plutôt dans le sol, construites à 1 ou 2 mètres de profondeur, ici ça n'est pas possible, hein, puisqu'on est sur de la glaise et que l'eau est affleurante partout. Donc si on l'avait construit à 1 mètre de profondeur, il y aurait eu 1 mètre d'eau. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle cette tour effectivement est construite directement sur le sol, à peine enterrée de 50 cm. Du travail de restauration qui est intervenu à la fin du 19e, on peut voir des éléments remarquables, je dirais, de travail très particulier du crépi, hein, qui est tout à fait exceptionnel, qu'on retrouve aussi dans le pays, qui sont du montage de crépi. Cette façade est intéressante. D'une part, vous voyez la tour, qui est un crépi en imitation de fausses pierres, avec un scellement à l'intérieur de chaque pierre, mais c'est du crépi. Et d'autre part, à côté, la façade avec ce motif de briques et de fleurs de briques, qui en fait n'est qu'un montage qui fait, c'est du crépi avec différentes couleurs, qui fait seulement 3-4 cm d'épaisseur. Il n'y a pas de briques, hein. C'est simplement un travail à la main d'un crépi. Et il y a différents motifs tout autour du château, différents, selon la même technique. Cette technique est tout à fait exceptionnelle, je trouve, et aujourd'hui, on en admire d'autant plus la qualité, mais qu'elle tient toujours. Ça date quand même maintenant de 150 ans. Alors, nous sommes là sur la façade nord, donc malheureusement moins bien éclairée pour l'instant, mais cette façade nord caractérise aussi effectivement ce travail de crépi, puisque vous voyez que comme sur la grosse tour qu'on venait de voir, la façade est construite avec ce crépi d'imitation de pierre. Et d'autre part, chose intéressante, vous voyez effectivement les lucarnes, qui sont dans le style, je dirais, de la copie des lucarnes de la Renaissance, qui sur la façade existaient il y a une vingtaine d'années, mais n'ont pas résisté à l'usure du temps et qui ont dû être effectivement supprimées, alors qu'ici on a pu les conserver parce qu'elles sont encore en bon état. La chapelle a été construite donc à la fin du 19e, elle était entièrement en briques, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du crépi cette fois-ci, mais ce sont des montages de briques avec des motifs différents, et même la place qu'occupe chaque brique, vous voyez, joue sur les couleurs de la brique, c'est-à-dire soit le rouge de la brique, soit la partie vernissée noire, comme il y a souvent sur ces briques, et donc ça forme un ensemble qui est quand même assez élégant et typique, je dirais, de cette partie de la fin du 19e. À côté, vous avez une tour très ancienne, qui a la particularité d'être en 2 parties, à vrai dire, qui ne se voit pas aujourd'hui. La partie basse, qui va jusqu'au premier étage, était de l'époque du manoir, donc de la partie du XVIe siècle. Et elle a été rehaussée à la fin du XIXe sur sa hauteur actuelle. Et la deuxième partie, dont on aperçoit la fenêtre en haut, je dirais, est aujourd'hui un oratoire qui a été construit aussi à cette époque-là, qui fait que ce château a, bizarrement, je dirais, à la fois une chapelle et un oratoire. Bon, pour terminer le panorama du tour du château, voici le pignon qui est orienté donc au sud du manoir et qui montre la variété, encore une variété différente de l'imagination de tous ces artisans et de l'architecte effectivement aussi, et avec entre autres ce grande fenêtre à meneaux qui pourrait donner l'illusion avec ces vitraux qu'il s'agit d'une fenêtre donnant sur une chapelle, mais pas du tout. C'est simplement un montage de verre coloré qui vient habiller le pignon. Bien, je voudrais commenter quelques photos de l'intérieur du château.
La première photo, c'est à l'honneur, je dirais, de celui qui l'a construit, François de Lavove, le chevalier François de Lavove, que vous voyez ici en armure, qui était décoré de la croix du Saint-Esprit et qui donc a construit le manoir de la Guimandière en 1575. À côté, vous avez l'escalier qui est en marche pleine en chêne et qui, vous voyez, peut-être pas aussi bien que dans la réalité, en fait, la colonne de l'escalier n'est pas droite. Elle est elle-même hélicoïdale, ce qui représente quand même un travail tout à fait exceptionnel aussi de fabrication pour les menuisiers de l'époque, et qui permet, par cette forme hélicoïdale, de laisser passer la corde de la cloche. Dans la tour que nous avions vue, qui avait été rehaussée, je vous parlais d'un oratoire. Eh bien voilà la photo de cet oratoire qui est toujours en état et dont le plafond est un plafond néo-gothique très travaillé, ne serait-ce que par les peintures qui sont d'origine, hein, que je n'ai pas retouchées et qui manifestent effectivement aussi je dirais, de l'attrait que à l'époque de Viollet-le-Duc, on montrait pour toute cette période de l'histoire de France. Voilà pour terminer donc cette visite et qui je pense, a montré l'originalité, je dirais, de la Guimandière sous tous ses aspects, depuis, je dirais, dans le fond, le Moyen-Âge, jusqu'à la partie du XVIe et enfin la partie du XIXe.